de la Blue Economy. Bonjour messieurs. Salut, tout le monde n'a pas de micro, mais on a bien compris, on lit sur les lèvres et tout, c'est bien. Allez, on va vous présenter quatre solutions dans un domaine très différent qui montrent encore, si le besoin était, à quel point le territoire regorge de talents d'entrepreneurs et d'acteurs impliqués sur l'économie bleue. Présentation, ton nom, ton prénom, ta société. Frédéric Chamard-Boudet, donc moi je suis président de Sail-in-Box, une société de transport maritime décarboné. Le transport maritime décarboné, c'est... Ah non, c'est pas encore l'heure du pitch. Ah non, c'est juste comme ça pour lancer le truc. Tu es prêt? Tu connais la règle? Oui, je suis prêt. Allez, 5 minutes, c'est parti, les slides, on démarre. Merci. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Allez. Donc Sail-in-Box, c'est du transport maritime décarboné. Moi je me présente, je m'appelle Frédéric Chamard-Boudet, je suis officier de marine marchande. Et avec mon associé Maxime, qui sera là demain, on a monté une société d'armateurs pour transporter au plus près des besoins du client des matériaux et du fret non périssables. Comment est venue cette idée? Donc moi je navigue au long cours depuis très très longtemps. Mes cheveux blancs en attestent. Et il y a 3 ans, il y a eu un aléa de la vie qui a fait que ça m'a sorti de ma zone de confort. Je me suis dit, la vie est trop courte, donc je vais aller chercher, je vais aller faire et créer ce que j'ai imaginé depuis très longtemps. Chaque fois que j'ai un pitch, la technique marche pas bien, mais c'est pas grave. Bon, ça va arriver. Sail-in-Box, c'est quoi? C'est des voiliers cargo. Alors, c'est un principe, on va mettre du fret sur des voiliers. Pourquoi on fait ça? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il faut décarboner le transport maritime. À titre d'exemple, à titre d'information, 98 000 navires sur la planète représentent 3% des gaz à effet de serre. Si on devait comparer avec l'Internet, le transport maritime c'est 3%, l'Internet c'est 4%. L'Organisation maritime internationale demande à ce qu'on décarbone d'ici 2050 à raison de 50% sur certains navires et jusqu'à 80% pour des navires de plus gros tonnage. Des armateurs sont partis sur différentes options, donc des gros armateurs sont partis sur de l'hydrogène, de l'ammoniac ou des produits autres. Et puis on est revenu sur... Alors, le pitch a un petit peu changé parce que le PDF en PowerPoint, il s'est un petit peu décalé. Bon, encore une fois, c'est pas très grave. Plusieurs armateurs se sont réunis et on a dit qu'est-ce qu'on peut faire, donc comment on peut agir pour décarboner. Donc certains sont partis sur l'hydrogène, d'autres, comme mes concurrents bretons ou moi en Méditerranée, on repart sur du transport à la voile, donc des voiliers cargo. On utilise la force du vent à plus de 80%. Pour se déplacer. L'idée, c'est de sortir des grands hubs maritimes et d'utiliser des ports, Port-Vendre, Sète, Port-la-Nouvelle, des ports secondaires, pour aller chercher et apporter au plus près des besoins du client les produits. Si on devait schématiser, c'est l'UPS maritime. Donc, voilà un petit peu... Alors ça a bougé parce que c'était un PDF et c'est passé en... Voilà, donc on s'est installé en Méditerranée. On s'est installé par choix parce qu'on habite en Méditerranée. Et puis parce que c'est quand même un bassin autour de nous qui est phénoménal. Alors on a un petit peu élargi la Méditerranée que par rapport à la zone géographique. On est parti du Liban jusqu'à Porto, en passant par Tanger. Dans un premier temps, on aura les bateaux en Méditerranée et bien évidemment... À court terme, les bateaux vont sortir de Méditerranée pour aller en Amérique latine, en Amérique centrale. Voilà. Donc les bateaux, ça ressemble à ça. J'ai une maquette, si je vous invite à venir la voir, parce que je suis toujours plus à l'aise sur l'eau que devant un micro, mais il faut que je m'y habitue. Donc j'ai une maquette et je serai heureux de vous la présenter. Il y a une coque qui a été identifiée. Cette coque, elle serait rapidement mise en exploitation commerciale. Qui permettrait de valider un concept un peu plus grand sur des bateaux plus gros.
Ben, c'est formidable, la propulsion vélique, la décarbonation, le port du futur, mais c'est passionnant. Quelque chose à ajouter? Est-ce que tu cherches quoi dans ton développement actuellement? De l'argent, des clients, des distributeurs? Allez, c'est parti. Alors, je cherche quoi? Je cherche, avec Maxime, mon associé, on cherche à renforcer l'équipe parce qu'il nous manque une compétence économique. Maxime, il est plus sur la partie impact carbone et technologie. Moi, je suis plus sur la partie technique et maritime. On cherche un profil pour nous renforcer dans l'équipe. Bien évidemment, on cherche des sous, un petit peu comme tout le monde ici. Et surtout, on cherche des partenaires parce que ce n'est pas simplement un one-shot. On va faire du transport maritime décarboné à très longtemps. Dans la première diapositive, c'est imaginer, agir et transmettre. Moi, j'ai un âge où je commence à avoir des cheveux blancs. Pas beaucoup, mais un petit peu. Du coup, à un moment donné, il faudra que je transmette la société et ça sera avec le devenir de Célinebox. Eh bien, c'est très bien. Merci. Bravo en tout cas. Bravo pour cet engagement et ce magnifique projet Célinebox. Merci Frédéric. Allez, on va maintenant parler d'Hélios et que j'incite, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, à accueillir sur scène Robin Barbet. Bonjour Romain, c'est à toi. On peut l'applaudir, hein, l'encourager chaleureusement. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Robin Barbet. Aujourd'hui, je viens vous présenter la société Hélios, qui est un bureau d'études photovoltaïques. Pour ma part, j'ai rejoint la société récemment. Je suis technico-commercial depuis presque un an. Et pour être totalement franc avec vous, je suis encore alternant. Ça fait pas longtemps que je suis dans ce domaine-là. Au départ, la société Hélios, comment est-ce qu'elle s'est créée? C'est parti d'un projet de 4 étudiants de la fac de Perpignan, le projet de l'arbre solaire. Donc peut-être que vous le connaissez, à la fac de Perpignan, c'est une grande structure en acier avec des panneaux solaires qui va permettre d'avoir du coup cet aménagement urbain qui a été réalisé sur mesure avec la collectivité de Perpignan. Et ce projet a 2 objectifs principaux. Premièrement, ça va être de rendre un endroit plus attrayant, plus convivial pour que les élèves aient envie de s'y retrouver. Et dans un second temps, ça va être de produire de l'électricité, vu que c'est du photovoltaïque, avec des petites prises connectées tout autour de l'installation et même sous des bancs. Les étudiants ou même des professeurs vont pouvoir venir se brancher directement sur l'arbre solaire pour connecter leur téléphone, charger leur trottinette électrique ou même leur ordinateur pour pouvoir travailler. Donc à la base, on s'est fait connaître sur des aménagements urbains qui est l'un des travaux que l'on propose, un de nos services. Et là actuellement, on a 4 arbres solaires qui ont été implantés tout autour de Perpignan. Donc sur Perpignan, il y en a 2. Le 3e est actuellement dans le lycée d'Argelès. Et le dernier, il est devant la mairie de Rivesaltes. Donc si vous allez à Rivesaltes et que vous voyez la mairie, l'arbre solaire qui est devant avec plein de petits panneaux tout autour et des bancs connectés, c'est l'une de nos créations. Ensuite, ce que nous proposons dans nos services, en plus des aménagements urbains, c'est des installations photovoltaïques pour des professionnels, mais aussi pour des particuliers. Pour les professionnels, on va accompagner pour des gros projets où on va réaliser le calpinage, donc la quantité de panneaux, savoir comment passer le câblage, toutes les parties administratives pour le bon déroulement d'un projet avec une grosse production pour des professionnels. Pour les particuliers, on va dans un premier temps réaliser des études photovoltaïques gratuites où l'objectif de cette étude va être de pouvoir connaître votre temps de retour sur l'investissement, de pouvoir quantifier les économies engendrées par le projet. Donc quand je dis des économies, je parle d'économies énergétiques et du coup, par conséquence, des économies financières. Car l'objectif numéro 1 du photovoltaïque, surtout pour les particuliers, ça va être de réduire vos factures d'électricité. Donc généralement, les clients chez qui on a déjà installé du photovoltaïque arrivent au moins à diviser leur facture d'électricité par 2. Et quand on voit le coût de l'électricité qui ne cesse d'augmenter, c'est une solution qui est de plus en plus tournée vers le futur, car tout simplement c'est un marché qui est en train d'exploser. Donc voilà, si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé par le photovoltaïque, n'hésitez pas à me contacter ou même à venir me voir au stand Hélios. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup et bravo, on peut l'applaudir. Bravo Robin. 2 autres startups à découvrir maintenant. J'appelle Ecoland avec un stand qu'on ne peut rater. C'est parti, 5 minutes pour convaincre.
diapo, non dessus. Ah oui, il y avait un diapo. Ouais. Allez, il est parti. Tant qu'à faire, Bon, je sais allez, pas, je sais pas. commençons Ecoland. Comment ça va. Alors, ah ben ça, oui, ça, on est encore dans Cell Inbox, et puis d'un seul coup, tac, 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 et non, et voilà, et c'est parti. Voilà. Bonjour à tous, merci de cette invitation pour pitcher. Ecoland, qu'est-ce que c'est? Ecoland, c'est un parc de jeux et un parc à thème. On va essayer de se faire plaisir pendant 5 minutes, essayer de se donner un petit peu de loisir. On a créé un premier parc à thème basé sur le thème post-apocalyptique avec uniquement de la récup. Je suis fondateur du projet, j'ai toute une équipe avec moi et notamment beaucoup de jeunes parce que je crois beaucoup à la formation de nos jeunes pour leur avenir. Ecoland, c'est plusieurs métiers. On a une partie atelier où est-ce qu'on est concepteur, développeur et fabricant de parcs de jeux et on a aussi une partie exploitation. On n'est pas un escape game, on est surtout ce qu'on appelle un performer game. C'est un escape game un petit peu nouvelle génération. Est-ce qu'on propose aux joueurs de s'affronter, mais surtout de se dépasser, d'affronter leurs peurs et leurs compétences. On a également toute une partie bar tapas guinguette où est-ce qu'on propose aux joueurs de venir consommer, de venir prendre du plaisir dans un lieu qui est conçu uniquement avec des choses qui partaient à la poubelle. Donc pour nous, c'est hyper important. La récup, l'écologie, on en parle, il faut être acteur. Notre parc de jeux, donc 400 mètres carrés, a été constitué avec 95% de taux de matériaux qui partaient à la poubelle. Du bois, du métal, des portes, du mobilier, tout ce que l'on peut trouver qui se jette, mis à part le plastique, on le met dans le parc de jeux. On est aussi hyper vertueux parce que notre parc de jeux consomme, et je vais en jalouser plus d'un ici, moins qu'une maison de 100 mètres carrés. Sur 400 mètres carrés, nous, c'est à peu près des factures de 120 à 150 euros par mois d'électricité. C'est dérisoire concernant l'offre actuelle. Et enfin, on a aussi des partenariats dans notre scénario et aussi dans les partenaires qu'on a mis en place avec notamment le groupe Tuberain ou le Citytome, où est-ce que là, on collecte maintenant de plus en plus de matériaux. Je suis assez fier de dire qu'en fait on est un centre de loisirs, un centre de jeux, mais aussi on est un centre de rencontres, un centre de vie. On a organisé notamment récemment des job dating à travers le jeu. On organise des speed dating maintenant, mais l'idée c'est quoi? C'est de casser un petit peu les codes de ce qui se fait et de proposer une alternative. Comment via le jeu on peut mettre en relation des gamins qui cherchent un boulot avec des patrons qui cherchent des collaborateurs. Et on arrive à faire le lien, on les joue ensemble, on change un petit peu la donne et on arrive à casser un petit peu les codes. C'est très très important pour nous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, et puis à votre dispo pour les questions, et puis au stand un petit peu bizarre où il y a pas mal de choses par terre là-bas. Eh ben bravo, super, belle dynamique, belle créativité, bonne longue vie et mets-nous plein d'écolantes partout sur la planète parce que justement, on peut en parler ça un peu. On cherche plein de choses maintenant. Eh ben voilà, alors vas-y, qu'est-ce que tu cherches? J'attends que tu me poses la question. Qu'est-ce que tu cherches? Alors, qu'est-ce que tu cherches? Des investisseurs, des clients, des partenaires? Justement, maintenant, on a monté le premier parc ici à Perpignan. Il fonctionne très bien, on est assez content. Maintenant, on cherche à se dupliquer et du coup, on cherche des investisseurs pour accompagner la démarche. Donc, on a notamment un parc en pourparlers sur la ville de Colmar. Donc, on pourra dans quelques temps faire affronter les joueurs en mode interville. On cherche également des partenaires financiers pour accompagner un Tour de France avec une de nos épreuves phares et donc notamment proposer un grand challenge Interville à travers toute la France dès 2024. Eh ben c'est super, bravo, hein. C'est vraiment moi je suis très fan de l'ensemble des projets qui viennent d'être montés et celui-ci effectivement est vraiment de très beau niveau, bravo en tout cas. Allez, last but not least, ladies and gentlemen, Olivier from Flagsteel will introduce himself. Ah, on a changé de canal, vous savez, des trucs. Non. Allez, Olivier, on te laisse t'installer. Change de déco. Non, mais là c'est parfait, comme ça les gens qui suivent le live vont apprécier le dos de ta veste. Mais non, pas du tout. Ah bon. Voilà, il faut revenir dans l'autre sens. Là pour l'instant, si tu regardes, là tu es de flanc, c'est pas mal aussi. C'est bien comme ça. Ouais, c'est bien ça. Il était dans le bon sens en fait, l'ordi. Bon, comme ça c'est parfait. Allez en avant. Super. Bonsoir. Donc Flagsteel, en quelques mots, on apporte la preuve du recyclage. En fait, c'est un vrai sujet. On est aujourd'hui sur une problématique qu'on adresse qui est le déchet textile. Le déchet textile, c'est quoi? C'est un gâchis d'environ 100 millions de tonnes de vêtements par an. C'est une perte de matière de 100 milliards de dollars par an chaque année qui finit à la poubelle ou incinérée.
Et tout ça est dû en fait à la réalité de nos textiles qu'on porte aujourd'hui, qui sont composés à 85%, donc dans tous les textiles qu'on porte, je vais mettre comme ça, c'est encore mieux, de mélange de fibres. Et dites-vous que chaque fois que vous mettez un vêtement qui est composé de mélange de fibres, polyester, coton, plus élastane, etc., tout ça devient non recyclable, hein, n'a pas de solution de seconde vie et finit incinéré ou jeté. Accessoirement, comme on n'aime pas jeter ici, on préfère l'exporter. Donc on est en train d'inonder l'Afrique de déchets textiles. On fait des superbes montagnes de déchets textiles qui finissent un peu de partout en Afrique et dans tous les pays en voie de développement, parce qu'on est assez magnanime. Et le rapport également avec à la Blue Economy, c'est que plus de 50% des microplastiques qu'on va retrouver aujourd'hui dans les mers sont issus de l'industrie textile. Soit de la fabrication, soit du tannage, soit du lavage des vêtements, etc. Dernier point de tout ça, c'est que l'industrie textile aujourd'hui est dans le top 3 des industries les plus polluantes dans le monde, derrière le pétrole et les transports, mais quand même au coude à coude avec ces industries. Nous, notre solution est assez simple à expliquer. On va prendre les déchets textiles, on va les transformer en polymère. Et ce polymère va ensuite être utilisé dans l'industrie de la plasturgie pour remplacer le plastique vierge. Alors je vous le fais en quelques mots. Ça, c'est du masque. Donc du masque qu'on a broyé. On le transforme en polymère. Donc ce polymère va ensuite remplacer le plastique vierge pour faire des objets qui remplacent des objets qu'on aurait fait en plastique vierge, évidemment, et plutôt, puisqu'on aime bien aussi, les importer de Chine. Donc tout ça se fait en plus en France. Ou en tout cas en circuit très court. On est un peu au milieu de 3 industries. Donc l'industrie textile pour le sourcing, l'industrie du recyclage pour tout ce qui est gestion des flux, etc. Et l'industrie de la plasturgie parce que c'est la sortie en fait de la matière qui fait qu'on arrive à trouver évidemment une deuxième, voire troisième, voire 10e vie à cette matière. Évidemment, notre matière là devient recyclable et recyclable. Sinon, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. On travaille pratiquement systématiquement sur un modèle circulaire court où en fait l'émetteur du déchet va réutiliser la matière recyclée. Donc ça passe par une collecte, ça passe par un pré-traitement, ce qu'on appelle le délissage en fait, le tri-délissage. Donc on va enlever tous les points métalliques des vêtements. On fait la transformation, la régénération de la matière, ensuite la qualification, l'injection des pièces, et les pièces vont revenir au point de départ. L'objet, ici, est la preuve de la régénération. Aujourd'hui, quand on fait du traitement de déchets, vous ne savez pas où part votre déchet. Aucun industriel est capable de vous dire la réalité du devenir de son déchet. Il ne sait pas s'il va finir incinéré, enfoui ou recyclé. Il ne sait pas. On appelle ça du recyclage, mais on ne sait pas la fin. Nous, on apporte la fin elle est systématiquement dans l'objet. Nos 3 valeurs donc circulaires, vous avez compris, on part du déchet, on essaie systématiquement de boucler les boucles. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que les objets qu'on fait, typiquement des objets par exemple sur du cintre comme ça, on met en place des boucles de récupération des objets pour derrière les recycler. C'est pour ça qu'on a la chance aujourd'hui de travailler avec beaucoup d'entreprises et ces entreprises mettent systématiquement ces boucles en place. Notre deuxième valeur, c'est l'écologie, parce qu'on va recycler des déchets qui sont aujourd'hui des déchets ultimes. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, ou quasiment pas d'autres solutions de régénération de ces déchets. Et dernier point, on est solidaire parce que tous nos flux amont, donc tout le sourcing textile en fait, et tout ce sourcing-là est géré par notre filiale qui s'appelle Essémont et qui est une entreprise d'insertion. Et donc, grâce à cette filiale, on a accès en fait à tout le bassin, à tout le monde de l'ESS qui gère aujourd'hui en France et en Europe les déchets textiles. Notre modèle industriel également, c'est un modèle industriel qui se veut replicable et agile en fait. On n'est pas sur des méga factories, on est sur des petites usines, des petites unités qui vont se positionner près des gisements de déchets et qui demandent en fait un investissement relativement faible
par rapport à des méga factories qu'on peut voir sur d'autres secteurs, ou en tout cas sur le secteur du recyclage, puisqu'on tourne régulièrement à des usines à plus de 100 millions d'euros. Là aujourd'hui, une SRU pour Blacksteel, c'est entre 1,5 million et 2 millions d'euros d'investissement, machine. C'est 1000 mètres carrés, alors 1000 plus 1000 parce qu'il y a 1000 mètres carrés également pour tout ce qui est tri préalable et puis flux, gestion des flux en fait, et 1000 tonnes de matière Blacksteel par an, comme ça. Voilà, très rapidement pour finir, nos opérations phares, comme ça ça explicitera ce qu'on fait. Avec Kiabi, on fait le premier cintre recyclé à base de textiles qui alimente à partir de maintenant les magasins Kiabi. Donc ça, c'est notre première opération volume. Avec Lacoste, vous avez vu, on a fait le premier cintre en fait qui est 100% naturel. Donc à partir de chutes de coupe de production de polo 100% coton biosourcé en plus. On vient de faire une belle opération avec Cultura sur le recyclage et la régénération des cartables et sacs à dos. Donc on va faire plein de produits que vous retrouverez dans les mois prochains dans les magasins Cultura. Et dernière opération, on avait fait également avec les masques, des opérations de recyclage avec de nombreuses villes, dont la ville de Paris, où on avait recyclé la totalité des masques sur les 20 arrondissements. Et on avait fourni donc des kits scolaires comme ça à la mairie de Paris, plus de 15 000 kits scolaires qui avaient été ensuite distribués aux enfants, aux écoliers de la ville de Paris. Voilà. Évidemment, on a eu un impact médiatique assez intéressant qui permet aussi d'être garant un peu de ce qu'on fait. Et dernier point, pour répondre à la question qui n'a pas été posée, voilà. On ouvre le capital et donc on est en pleine levée de fonds. On n'a pas encore totalement bouclé le tour de table. Avis aux investisseurs, mesdames et messieurs, un applaudissement pour encore cette très très belle initiative de Blacksteel. Mesdames et messieurs les jurés, avez-vous des questions pour certains de nos entrepreneurs innovants of the Blue Economy? Any questions, ladies and gentlemen? Ah, merci de m'aider à lancer le débat. J'espère avoir de très nombreuses questions. Merci. Bonjour, j'en ai une pour Sailing Box. J'aurais voulu savoir s'il avait prévu également de faire des bateaux en plus écolo, puisque la tendance maintenant est d'avoir des constructeurs de bateaux, comme on a sur Canet, qui construisent de façon écologique des catamarans. Donc je voulais savoir s'il s'était posé la question. Merci. Alors oui, on s'est posé la question avec mon associé. Pour l'instant... On s'est posé la question. Le premier bateau, il sera certainement moins écologique, mais c'est dans les cartons. En tout cas, on y réfléchit à moyen terme. Oui, bonjour. Une question pour Blacksteel et mon ami Olivier, que j'ai retrouvé aujourd'hui. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Alors, la collecte des déchets que vous recyclez ensuite est, j'imagine, gratuite ou pas loin. Mais quel est le coût réel des opérations de production et de recyclage du matériau jusqu'à arriver à un produit quasi fini? Alors, nous, aujourd'hui, dans un premier temps, on fait ce qu'on appelle les opérations circulaires d'industrialisation. C'est-à-dire qu'on commence toujours par un démonstrateur avec un client. Et donc, à ce client, on lui vend tout, en fait. Donc, la collecte, la gestion, le retraitement, la pièce finale et puis la démonstration globale. D'accord ? Donc, on n'est pas sur un coût de matière ou un coût d'objet là-dessus. On est sur un coût de solution globale. Et ensuite, l'évolution de ces opérations grand volume, ce qu'on est en train de faire avec Kiabi. Et là, donc, on en parle de coût de matière, en fait. Donc, ce coût de matière, aujourd'hui, on le compare par rapport à des coûts de matière qui sont fluctuants, liés principalement au cours du pétrole, le polypropylène, le polystyrène, des matières comme ça. Donc on essaie aujourd'hui de garder un coût de matière qui est entre 20 et 30% plus cher que le pétrole. C'est déjà un effort très important, vu notre structure et tout, sachant qu'il faut bien voir que la fabrication du plastique vierge, c'est quelque chose qui est complètement lié au craquage du pétrole, donc une industrie qui est ultra
ultra polluante, mais ultra rodée, ultra économiquement validée depuis des siècles, quoi, enfin, des années en tout cas. Et derrière, donc, le retraitement circulaire de la matière, lui, pour le coup, on reste dans l'expérimentation et puis la petite série, quoi. Donc, plus on fera la série, plus le prix devrait se rapprocher du vierge. Sachant que l'idée aussi qu'on a derrière, c'est qu'on ne vend pas que de la matière, on vend de la matière plus des valeurs. Et typiquement, quand on a un acteur, un client comme Kiabi, qui nous dit ouais, on est intéressé par votre matière, par le concept et tout, c'est pas juste pour dire voilà, c'est un nouveau plastique, c'est pour dire voilà, les déchets textiles sont là-dedans, et c'est comme ça qu'ils vont communiquer. Merci pour cette question et ces éléments de réponse. Une dernière question? Eh bien, écoutez, merci à vous, hein, mes chers entrepreneurs. Merci à vous d'avoir assisté nombreux à ce focus. Et merci à vous qui suivez nombreux et bien nos lives depuis ce matin. À tout à l'heure pour le dernier.